Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle explication. Alors aujourd'hui on s'attaque à un monument, le loup-garou de Tiercelieu. Mais attention, pas la petite partie entre 5 copains sur un coin de table, non, on parle du vrai défi. Animer une partie pour 24 adultes, dans une ambiance feu de camp, sans que ça tourne au chaos total au bout de 5 minutes. On va voir exactement comment structurer ça en s'inspirant des méthodes de meneurs expérimentés comme Yves Noah. Au programme de notre analyse, 1. La philosophie d'animation. 2. Comment équilibrer tout ça. 3 et 4. Le déroulement exact de la nuit et du jour. Et pour finir, les règles spéciales qui font toute la différence. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite avec la première section, la philosophie du meneur de jeu, ou comment passer d'une lecture de règles ultra ennuyeuse à la création d'une vraie légende. Et là, il faut absolument éviter le piège classique. Vous savez, cette fameuse explication de règles qui dure 15 minutes où la moitié du groupe décroche complètement. Eh bien, oubliez ça. La règle d'or ici, c'est de se dire « on apprend en jouant, pas avant de jouer ». 5 minutes d'explication maximum, pas une seconde de plus, et boum, on lance l'action. Du coup, comment on fait? C'est simple, le meneur devient un vrai conteur. L'idée, ce n'est pas de présenter un simple jeu de société, mais de raconter l'histoire d'un village hanté. On prend une voix posée, un ton un peu mystérieux, et surtout, on donne l'information en juste à temps. Les joueurs ont juste besoin de lire le rôle écrit sur la carte qu'ils reçoivent, c'est tout. Le reste, c'est le meneur qui le gère. D'ailleurs, pendant les premières nuits, il n'y a absolument aucune honte à s'approcher des joueurs et à leur chuchoter des petits rappels. C'est tout à fait normal, ça fait partie de l'apprentissage. Deuxième grande partie, l'équilibre parfait. Comment on fait pour structurer une dynamique avec 24 joueurs sans que ça devienne n'importe quoi? Pour que ça fonctionne, il faut une structure béton. Sur nos 24 joueurs, on part sur 13 simples villageois, 4 loups-garous et 7 rôles spéciaux. Ah, et on a aussi le capitaine, mais ça c'est une fonction publique élue plus tard, ça ne demande pas de carte en plus au départ. C'est cette répartition précise qui permet de garder tout le monde en haleine. Ce qui nous amène à ce chiffre, 17%. C'est la proportion de loups-garous dans notre village. Bon, mathématiquement, ça donne un léger avantage aux villageois. Mais en réalité, c'est fait exprès. Les pouvoirs des rôles spéciaux sont tellement forts qu'ils viennent rééquilibrer tout ça pour créer une dynamique vraiment spectaculaire. D'ailleurs, regardons l'écosystème global du jeu. Dans cette configuration, chaque rôle a un seul pouvoir, super clair. On a le meneur, l'arbitre neutre, les villageois qui voient le jour, les loups qui désignent une victime la nuit, et les spéciaux, la voyante qui sont d'une personne, la sorcière avec ses 2 potions à usage unique, le chasseur qui tire en mourant, la petite fille qui espionne dans le noir, à ses risques et périls bien sûr, et enfin Cupidon et le voleur. Tout ça est pensé pour créer des interactions directes, sans prise de tête. Troisième section, et pas des moindres, l'ordre de la nuit, avec l'exécution de la toute première phase. C'est là que le meneur ne doit absolument pas se rater. Avant même que la nuit ne tombe vraiment, on a ce qu'on appelle la phase 0, la distribution. Le meneur fait glisser les cartes face cachée, tout le monde regarde son rôle de manière hyper discrète, personne ne dit rien. Et attention, cette étape chirurgicale ne doit pas dépasser les 2 minutes chrono, sinon on perd l'énergie du groupe. Ensuite, le village s'endort, et là, l'ordre d'appel est sacré. On réveille d'abord Cupidon pour désigner les amoureux. Ensuite, le voleur, qui peut changer de carte s'il le souhaite, puis les loups-garous font leur choix. Après, la voyante fait son sondage, et enfin, la sorcière intervient. Respecter cette chronologie à la lettre, c'est ce qui évite les bugs de logique et la panique dans le noir avec 24 adultes. Le soleil se lève sur la section 4, le cycle du jour. On passe au débat, au vote et aux éliminations. Le jour, l'ambiance change du tout au tout. Ça se passe en 4 étapes limpides. Le meneur annonce les morts avec une bonne petite mise en scène dramatique. Ensuite, le tout premier jour, on élit le fameux capitaine à main levée. Après, c'est le grand déballage, le débat libre où tout le monde se regarde de travers. Et enfin, le vote pour éliminer un suspect. C'est le moment où le contrôle échappe au meneur pour passer directement aux mains des joueurs. Ce qui est fascinant, c'est de voir comment le rythme évolue. Au fil du jeu, les nuits deviennent hyper rapides. On n'appelle plus que les loups, la voyante et la sorcière s'il lui reste des trucs à faire. Par contre, les jours se transforment en boucles intenses de plaidoirie et de paranoïa collective pour survivre un tour de plus. Et cette boucle continue jusqu'à la victoire finale. Les villageois gagnent s'ils arrivent à éliminer tous les loups. Les loups l'emportent s'ils se retrouvent à égalité ou plus nombreux que le village. Et le meilleur pour la fin, les amoureux. S'ils sont de camps opposés, ils forment une 3e équipe et ne gagnent que s'ils sont les 2 derniers survivants. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est légendaire. Allez, on arrive à notre 5e et dernière partie, les règles spéciales et les petites astuces d'animation. C'est ce qui fait la différence entre un bon meneur et un excellent meneur. Parlons du capitaine, justement. C'est un rôle énorme. Élu à la majorité, sa voix compte double au vote. Et surtout, c'est lui qui tranche en cas d'égalité.
Mais le vrai drame, le truc croustillant, c'est qu'au moment de sa mort, il doit désigner son successeur dans son dernier souffle. Ça crée des retournements de situation complètement fous en plein milieu d'une partie. Ensuite, Cupidon. Dans une partie à 24, il est juste crucial. S'il unit 2 villageois, c'est cool, l'équipe reste stable. S'il lie 2 loups, gros danger pour le village. Mais s'il y a un loup et un villageois, alors là, boum. Il crée carrément un 3e camp dont le seul but est de survivre à 2. Niveau bluff et trahison, on ne fait pas mieux. Une petite règle d'équilibrage super importante concernant la sorcière, il est fortement recommandé de lui interdire d'utiliser ces 2 potions la même nuit. Pourquoi ? Parce que sauver quelqu'un et tuer quelqu'un d'autre d'un seul coup, ça fait un revirement beaucoup trop brutal. En la limitant, on garde la tension bien plus maîtrisée. Pour finir, voici quelques vraies astuces de pro pour garantir l'ambiance. D'abord, parlez lentement et clairement pendant la nuit. Le jour, cadrez les débats, limitez les prises de parole à 2 ou 3 minutes pour éviter que ça ne s'éternise. N'hésitez pas à en faire des cases quand vous annoncez les morts, de manière bien théâtrale. Et surtout, la règle absolue, restez totalement impartial. 0 indice sur votre visage, 0 variation dans la voix. Au final, c'est ça la vraie question de cette explication. Est-ce que le but c'est de réciter un manuel de règles stérile ou de créer une vraie légende de feu de camp ? La mécanique, ce n'est qu'un outil. L'objectif, c'est les rires, les bluffs monumentaux, les trahisons. Alors pour votre prochaine soirée, vous contenterez-vous d'être un simple arbitre de plus ou deviendrez-vous l'architecte d'une partie dont vos amis parleront encore dans 10 ans ?